toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette 8e de la quotidienne sur le stand de la CST où nous décryptons chaque jour la technique des films en sélection officielle. C'est plus le début de la fin que la fin du début, n'est-ce pas Alexia ? Effectivement, et aujourd'hui pour nous accompagner en cette deuxième semaine, nous avons à ma gauche donc Frédéric Mercier, critique chez Positif et Transfuge. Bonjour Frédéric. Bonjour. À ses côtés, Sabrina Joutard. Bonjour Sabrina. Bonjour. Sabrina, vous êtes directrice adjointe du catalogue de chez Pathé et vous êtes également présidente du syndicat des catalogues de films de patrimoine. Tout à fait. Ensuite, de l'autre côté de la table, nous avons Alain Surmulet, qui est responsable technique du marché. Absolument. Bonjour Alain. Et à ses côtés, Eric Chériou, coordinateur technique du Festival de Cannes et du marché. Tout à fait. Bonjour à tous. Et tout de suite, on remonte les marches ? Frédéric, hier, Bonjour. c'était 3 films présentés en compétition officielle. Les avez-vous vus tous les 3 ? Oui, j'ai fait mon travail. Ça y est, je suis présent. Est-ce que vous avez retrouvé chez Sean Baker le travail d'un cinéaste qui parle de la marge des États-Unis ? Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots ? Oui, Sean Baker, c'est le réalisateur de Red Rocket, qui était déjà en compétition à Cannes il y a quelques années, dont on avait aussi Tangerine ou Florida Project. C'est un cinéaste qui vient de la scène indépendante américaine, et c'est un cinéaste qui s'est effectivement intéressé toujours aux marges et on va dire à des questions sociales. Dans ce film-ci, il raconte l'histoire d'amour improbable entre une stripteaseuse et un fils d'oligarque russe, qui est une sorte de vieil adolescent, et qui va soudain épouser cette jeune femme. Le synopsis parle d'un Cendrillon moderne. Alors le film, oui, ça pourrait être Pretty Woman, ça pourrait être un Cendrillon moderne, sauf que ça grince beaucoup plus, ça grince tout le temps, et ça grince avec une maestria comique que je n'avais pas souvent vue en compétition à Cannes. On a vu une véritable comédie, une comédie grinçante comme du Billy Wilder, mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai retrouvé tous les fils de la comédie américaine que j'aime, c'est-à-dire celle de Capra, celle de Howard Hawks. D'ailleurs, il y a un énorme jeu, on va dire, sur les tessitures de voix, sur les chevauchements de verbes. Il y a des scènes extrêmement longues où soudain il va faire une sorte d'art cumulatif de situations qui s'empilent les unes sur les autres jusqu'à épuisement, et je disais le ton acerbe, caustique, très acide de Billy Wilder à la fin du film. J'étais très impressionné par le film et surtout je l'ai trouvé d'une vitalité très revigorante. Hier, on a eu un tapis rouge assez impressionnant avec Catherine Deneuve, sa fille, Fabrice Lucchini, Melville Poupeau, non ? Melville Poupeau, la grande famille du cinéma, non ? Et Marcello Mastroianni. Et Marcello Mastroianni, interprété par sa fille. Par sa fille. Oui, Marcello Mio, c'est l'histoire de Chiara Mastroianni qui s'interroge un petit peu sur sa généalogie, on va dire, sur son devenir d'actrice. Et au moment où elle doit interpréter un film avec Fabrice Lucchini, eh bien, elle s'interroge sur son personnage, sur ce qu'elle devient et sur son interaction en tant qu'actrice et sur son propre père. Et soudain, elle va décider d'être son père, d'une certaine façon, et voir les conséquences que ça va avoir. On retrouve, on va dire, la nonchalance un peu calculée du cinéma de Christophe Honoré, qui s'inscrit dans une filiation, lui, de la nouvelle vague. Voilà, pour un film qui peut-être en joue un petit peu. Pour moi, en tout cas, il manque vraiment un fil narratif, des enjeux narratifs. Je me perds un peu. Je trouve que c'est un film où on peut, comme dans une émission de télé-réalité de Star, on peut un peu pénétrer dans la réalité du clan Deneuve Mastroianni, mais on ne sait pas très bien ce que le film raconte. Il manque des situations, les scènes paraissent toujours un petit peu avortées. Je suis assez déçu. Il prête une aventure homosexuelle. Est-ce que ce serait le coming out de Marcello Mastroianni ? Je ne l'ai pas vu dans le film.
Je ne l'ai pas vu dans le film. J'ai attendu des révélations. C'est amusant parce qu'il y a un moment donné, on retrouve leur appartement dans lequel ils ont vécu au-dessus de la Calas, qui donne scène, à mon avis, à une jolie scène où toutes les deux, Chiara et sa mère, sont au sol en train d'essayer d'entendre la voix de la Calas qui pourrait revenir. Et Honoré, je ne sais pas, je n'arrive jamais véritablement à finir ces scènes. À chaque fois, c'est une petite pirouette musicale, il passe à autre chose, si bien qu'on n'arrive jamais véritablement à s'intéresser totalement à ce qu'il nous raconte. Et troisième film. Puisqu'il y en avait 3 hier, Frédéric, vous n'avez pas chômé. Paolo Sorrentino qui est revenu à Cannes avec Parthénope. Est-ce que... Parthénope, oui. Vous inquiétez pas, on tient Sabrina. Hein. Alors, moi, c'était vraiment peut-être le film que j'attendais le plus du Festival de Cannes, et peut-être l'ai-je trop attendu. Je l'ai trop attendu, peut-être. J'aime beaucoup Sorrentino, qui est un habitué du Festival de Cannes, dont on a vu évidemment La Grande Bellezza, Youth, ou This Must Be a Place, Il Divo. Et vous vous souvenez, il a fait un de ses premiers films qui s'appelait Les Conséquences de l'amour. Ça s'appelait Les Conséquences de l'amour. Or, c'est peut-être le sujet de ce film, Parthénope, c'est les conséquences de la beauté. C'est-à-dire, Sorrentino s'intéresse à une jeune femme, Parthénope, née dans les années 50, et on va remonter comme ça pendant 40 ans, 50 ans l'histoire de l'Italie pour raconter comment cette femme va devenir professeure d'anthropologie. Sorrentino va fabriquer son film dans une sorte de succession de tableaux non narratifs, comme un long soliloque où il s'interrogerait sur la beauté, le mythe, l'Italie, les conséquences de la beauté, les conséquences sur sa famille, les conséquences sur ses proches, les conséquences sur l'histoire, et en mêlant des références, un peu comme Coppola, en mêlant énormément de références, d'aphorismes, mais on va dire un long soliloque dont je me suis senti totalement exclu pendant 2h30. Avec toutefois des plans de l'Italie, donc vous l'avez dit, c'est vraiment un film un peu sur on se pose des questions sur l'amour et sur la beauté de l'Italie. C'est un peu un hommage aussi à la beauté de son pays. De Naples. C'est un hommage à la ville de Naples, comme il avait rendu une sorte d'hommage déjà à la ville de Rome dans La Grande Bellezza. Évidemment, Parthénope peut-être incarnerait quelque chose de Naples, de l'esprit de Naples. D'ailleurs, plusieurs aphorismes dans le film viennent nous raconter le sentiment de Sorrentino vis-à-vis de cette ville. Mais il y a quelque chose dans cette image qui m'a paru extrêmement... qui m'a mis toujours à distance, comme un écran entre moi et ce personnage qui reste abstrait. Et ne pouvant à un moment donné elle-même s'incarner à l'écran, je suis resté, comme je vous le disais, très extérieur à tout ça. Voilà. Il reste encore 3 jours de compétition officielle, mais est-ce que vous risqueriez déjà un pronostic ? Je pense qu'actuellement, s'il y a un consensus, le film de Jacques Audiard a l'air de plaire énormément, a l'air de plaire à tous les publics, a l'air de plaire à des publics qui ne sont pas forcément les mêmes, les plus cinéphiles ou pas. Enfin, tout le monde a l'air à peu près de faire le consensus sur le film de Jacques Audiard. Ce n'est pas forcément ma palme d'or, je trouve le film très réussi, mais le film de Sean Baker me plaît beaucoup plus. Ce serait votre palme d'or, pardon. En tout cas, je m'y attendais pas, c'est un coup de cœur. Pas de radicalité pour vous Si, ma radicalité, ce serait le film de Yorgos Lanthimos, Kind of Kindness, qui est pour moi, pour ce que j'ai vu pour l'instant, de plus ébouriffant, de plus surprenant, de plus radical en termes de cinéma. Et peut-être que cette radicalité, je ne l'ai pas encore tellement retrouvée par la suite. Puis il reste encore 3 jours de festival. C'est une très belle édition, il faut le dire. Et merci Frédéric. Merci. Et puis tout de suite, on va passer à la parole de la CST. Alors Sabrina, on va parler avec vous de RT43, ce nom qui peut paraître un peu barbare. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est et qu'est-ce que déjà présenter votre travail au sein de l'association des catalogues de films de patrimoine et nous expliquer ce que vous faites dans votre travail chez Pathé et puis ce que c'est que cette norme RT43, Oui, je suis sur qui n'est même pas une norme, qui est une recommandation. Moi, je suis sur la partie la moins drôle. On va passer après vous, c'est pas évident. Je suis sur la partie. Alors, vous serez plus amène que moi. Au moins, vous permettez, enfin, j'anticipe un peu sur ce que vous allez dire, mais vous permettez que les œuvres continuent d'être vues. Exactement. Alors nous, on s'est regroupés il y a 5 ans.
On est un syndicat, on est 10 membres, pas des moindres, avec des maisons historiques comme Pathé Gaumont, des filiales de chaînes comme Studio Canal, TF1 et SNDM6, et des indépendants comme le Losange, Film du Jeudi, Argos Film, Cinématographique Lire et Production Roi de Fel. Donc à nous tous, on considère peser 80% du secteur du catalogue et du patrimoine. On a à peu près à nous tous 15 000 œuvres. Donc, ce qui n'est pas rien. Et notre travail, pourquoi on s'est regroupé, c'est pour défendre et mieux préserver et mieux conserver les films de catalogue et de patrimoine. Alors ici, c'est un régal parce qu'il y a la section Cannes Classique. Donc là, on a eu la chance cette année, on avait 5 films sélectionnés, nous, au niveau du syndicat. Nous, hier, on a présenté La Rose de la Mer de Jacques de Baroncelli dans le cadre de Cannes Classique. Le Losange a présenté un film de Depardon. On a eu un Wenders avec Les Ailes du Désir, avec Argos Film. Johnny Got His Gun avec Gaumont. Et qui c'est que j'ai oublié? Melville, rien que ça, L'Armée des Ombres pour Studio Canal. Donc voilà, super sélection, bel écrin, Cannes Classique. Donc voilà, nous, notre travail, c'est restaurer, numériser les films, les diffuser, les montrer à un maximum de monde, chercher des financements. C'est un peu le nerf de la guerre. Et une fois qu'on a fait tout ce travail de restauration, comment bien conserver les films pour ne pas perdre notre cinéma à l'avenir, d'où cette RT43. Voilà, je vous fais le lien. Alors, quelle est-elle? Quelle est-elle? Alors, la RT43, c'est une recommandation, comme vous l'avez dit, c'est pas une norme. Donc, c'est une recommandation sur les bonnes pratiques de la conservation dans le secteur pour finalement assurer l'exploitation suivie des œuvres. Alors, je vais vous faire la version simple parce que sinon vous allez tous vous endormir. L'exploitation suivie des œuvres, c'est quoi? En fait, le législateur nous a imposé en 2016 un texte qui oblige le producteur à rendre disponibles les films. Normal, on ne fait pas des films pour les garder sur les étagères. Donc du coup, on est tenu cette obligation. Cette obligation, c'est une obligation de recherche, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire on doit tout mettre en œuvre pour diffuser, mieux diffuser et bien diffuser les films. Donc ça, voilà. La RT43, du coup, donne un certain nombre de règles pour aider les catalogues et les laboratoires pour conserver les films dans des bonnes conditions. Donc en gros, c'est les best practices. Comment bien protéger et conserver les films. Donc du coup, on fait un contrat avec les laboratoires et dans ces contrats, il y a un certain nombre de choses qu'on doit prévoir pour éviter de perdre les films. Donc vous allez avoir des conditions, je vous fais la version rapide, des conditions de stockage, donc avec des conditions d'hydrométrie, de température par exemple quand vous avez du photochimique. Sur le numérique... Et d'ailleurs sur le numérique, est-ce que cette recommandation vient aussi parce que l'enjeu est nouveau avec le numérique? Alors oui, l'enjeu est forcément nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît moins, évidemment, on a moins de recul que sur le photochimique. Ça bouge très vite avec l'évolution des technologies. C'est plus facile pour nous aujourd'hui de préserver du photochimique, donc de la pellicule, parce que finalement vous mettez ça sur des rayonnages dans des bonnes conditions et ça ne bouge pas pendant 100 ans et vous pouvez la relire au bout de 100 ans, ce qui n'est pas le cas du numérique. Le numérique, les formats évoluent, donc on doit être très au fait de l'évolution des technologies et si vous stockez dans des mauvaises conditions, du coup vous risquez de perdre les films. Donc voilà, nous c'est un fort enjeu de notre côté. Et est-ce que ce qui est recommandé majoritairement pour pouvoir conserver dans la durée, c'est de passer les films numériques sur pellicule? Alors non, pas nécessairement. En fait, du coup, quand on fait un travail de restauration, c'est une restauration numérique. Donc nous, aujourd'hui, l'un des meilleurs formats, on est sur du 4K. Donc on va numériser. Effectivement, on aura un format numérique. Certains catalogues font un retour sur pellicule. Nous, c'est le cas chez Pathé. On est très attaché au format pellicule parce qu'on estime que c'est le format qu'on peut relire dans 100 ans. Donc ça, on appelle ça dans le jargon un retour sur shoot. Qu'on met bien dans un laboratoire, on n'y touche plus et on sait qu'à l'avenir, si dans 20, 30 ou 40 ans, on veut refaire une restauration, on a cet élément-là qu'on peut retravailler à l'avenir. Donc voilà, j'ai loupé le fil. Non, mais vous avez répondu à la question. Et est-ce que jusqu'à présent, qu'est-ce que cette nouvelle recommandation, elle change par rapport à ce qui était déjà en place depuis 2016? Alors, elle est assez ancienne, la recommandation. Donc, c'était des travaux qui avaient été faits en 2016-2017. Donc, vous imaginez, là, le secteur a énormément bougé. Nous, on fait de plus en plus de restauration numérique. Côté film frais, ce mauvais terme, ce nom n'est pas des films poussiéreux, le catalogue, mais côté film nouveau, pareil, quasi tous les films sont tournés en numérique, donc sauf quelques réalisateurs, bien sûr, par exception, mais du coup, il y a un enjeu là-dessus, donc il y a quand même aujourd'hui énormément de films de produits. Donc depuis 2017, ça a énormément bougé. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est fait par la CST de nettoyage de cette recommandation. Donc il y a des auditions qui ont été faites par la CST de différentes branches du secteur. Donc on a tous été entendus, demandant des améliorations et des changements
pour se mettre un peu au goût du jour et prendre en compte les nouveaux formats finalement sur lesquels nous travaillons pour toujours continuer dans notre bonne conservation des films et toujours pour éviter de perdre nos films. Il y avait déjà des recommandations, la RT26, qui concernait ces questions de restauration. Est-ce que ça va être regroupé sous la même recommandation désormais ? Alors ça, je laisserai la CST s'exprimer là-dessus. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on est consulté sur la RT43. Donc on n'est pas consulté ni sur la partie rush ni exploitation et pour tout le reste je ne sais pas quel est le programme de la CST. Je sais qu'aujourd'hui au niveau du calendrier de la CST, donc là aujourd'hui il y a les auditions et les groupes de travail. Ensuite en juin, si je ne dis pas d'erreur, le texte va être mis en ligne pour des communications publiques et des ajouts, des commentaires pour le public et ensuite officiellement en fin d'année, exactement, publié fin d'année. Alors nous il faut savoir que ce texte est extrêmement important pour nous dans nos relations quotidiennes, que ce soit au niveau du film frais ou du film de catalogue. Quand on passe nos contrats avec les laboratoires pour préserver les films, on se base sur ce texte. C'est un peu une charte pour nous et ça facilite nos relations aussi avec les producteurs d'avoir ce texte qui existe. On gagne beaucoup en pédagogie. En fait, comme on se bataille moins d'expliquer parce que en fait, les producteurs dans l'immédiat ils voient des postes de coûts, sauf qu'il faut penser que si un film est mal préservé, demain ils n'ont pas d'actifs. En fait, leurs films ne valent plus rien s'ils ont une société de production. Donc, un film protégé, ce sont des actifs, c'est la valeur de leur société. Et des droits sans matériel, ça vaut rien. Il faut savoir ça aussi. Donc, on passe beaucoup de temps à expliquer ça. Et la RT43 nous aide beaucoup au quotidien dans nos relations contractuelles avec nos partenaires. Et les laboratoires, c'est pareil, dans leurs relations aussi. C'est extrêmement important quand ils sont face à des producteurs qui ne veulent pas mettre d'argent sur la conservation. Voilà, ça nous permet d'expliquer les choses et l'intérêt de la conservation. Merci Sabrina. Je vous en prie. Alors, tous ces jours-ci, nous recevions beaucoup de techniciens de tournage. Aujourd'hui, nous avons le privilège aussi de recevoir des techniciens d'exploitation et de diffusion des œuvres. Vous les représentez aujourd'hui, évidemment, au Palais, l'équipe est pléthorique. Je me permets d'ailleurs de signaler les autres collaborateurs de la CST, évidemment. Entre autres, Eric Chéaillou, Alain Surmulet, mais nous avons aussi Jean-Michel Martin, Hans-Nicolas Locher, Lauralie Kanga, Frédéric Moutineau, Jean-Baptiste Aignon, et là je n'ai pas cité toute son équipe de la maintenance, cité aussi Thierry Baumel, Mario Tomassini, et nos partenaires Christie et Dolby. Aujourd'hui, sur le stand de la CST, se passait un moment un peu rituel, qui est la remise du prix Jean Vivier. Il y en a deux, meilleur monteur, meilleur projectionniste. Alors meilleur projectionniste, on comprend, meilleur monteur avec le numérique, est-ce encore d'actualité ? Alors effectivement, concernant la partie montage, ça avait une vraie signification il y a quelques années encore. Maintenant, on n'est plus sur la vérification d'éléments DCP, de fichiers numériques. Donc on va être plutôt sur la vérification des assets, des fichiers audio, des fichiers vidéo. Donc effectivement, ce terme est en voie de disparition. On pourrait dire maintenant maître vérificateur. Voilà. Mais vous ouvrez quand même les boîtes en fin de compte. On ouvre des boîtes différentes, certes, mais en tout cas, effectivement, on est plus sur de l'infrastructure numérique et informatique. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a mis quelqu'un à l'honneur qui est en fait une personne qui travaille dans ce bureau. Et ça fait maintenant 15 ans. Au montage marché. Au montage marché, tout à fait. Qui a plus de 15 ans d'ancienneté avec nous, puisqu'elle est arrivée au début du numérique. Donc elle faisait la fabrication des clés, ce qui est quand même des métiers que l'on met plutôt sur des labos, mais ici on est capable, dans ce plus grand festival du monde, être capable de générer des clés. Et donc ce sont elle était clés jeune, qu'on appelle KDM. Voilà. Et donc par la suite, elle a gravi les échelons, elle est devenue maître à bord de toute cette vérification de DCP. Et donc elle est épaulée par Pauline Claverie et avec une équipe de personnes qui s'occupent justement de générer des clés. Guillaume Fournier, pour ne pas le citer, et Monsieur Jardin. Donc ça fait une sacrée équipe pour, encore une fois, ce que je disais à midi, plus de 1200 projections sur la partie marché du film, puisque le festival, avec le festival, on approche les plus des 1500 projections au total. Donc 1200 pour le marché du film, plus de 700 éléments arrivés en dématérialisé.
Donc il n'y a plus de disque dur, on est vraiment sur de l'informatique pure, de la dématérialisation. Donc il faut vérifier 2 fois plus ou pas forcément? C'est en fonction des versions qui arrivent, parce qu'entre les versions sous-titrées, non sous-titrées, les langages, le marché du film a vocation de ne parler que anglais. Donc soit ce sont des films qui sont parler anglais ou sous-titré anglais, mais en fonction aussi des sélections qui sont reprises. Pour certaines sélections, par exemple, il y a des moments où on passe le film roumain sous-titré en français, ça peut arriver, ou bien d'autres, hein, ça dépend des sélections. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, puisqu'en fait, quand on envoie ce contenu à la salle propre au projectionniste, il est censé être prêt, fini et prêt à partir. Et il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est le but du jeu, sinon c'est qu'on est vraiment mauvais. Mais effectivement, là, cette année, il n'y a pas eu de couac par rapport à ça. Donc on est ravis, c'est pour ça que je disais à midi, c'est un succès franc, parce qu'on a travaillé depuis maintenant plus de 5 ans avec Eric, que je remercie encore, et toutes ses équipes, et toute l'équipe de la CST, les équipes d'Alice Karoui qui gèrent au quotidien toutes les problématiques de mise en place, de planification des contenus. Et donc le travail de la CST a été important, l'équipe d'Eric, mais aussi de Jean-Baptiste Aignon. Donc toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pendant 6 mois de l'année à faire à bien ce festival, parce que c'est le plus beau festival au monde, c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose d'engagé. Donc il faut pas, les personnes qui sont là sont pas entre guillemets des manches. Donc il faut vraiment prendre les bonnes personnes au bon moment. Et je suis ravi d'avoir un staff aujourd'hui très performant à ce sujet. Et vous utilisez même un outil qui a été développé au sein de la CST, si je ne me trompe pas? Oui, le fameux logiciel Canelp, pour ne pas le citer, où il est totalement réécrit tous les ans, puisqu'en fait il faut s'adapter en fonction des mises à jour de certains fichiers. Donc c'est un travail de la CST par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont faites tout au long de l'année. Donc vous voyez, hein, c'est 3 semaines sur site, mais c'est quand même 6 mois de mise en place bien en amont. Eric, côté festival aussi, c'est toute l'année finalement la préparation. De toute manière, pour la CST, nous on travaille à la fois festival et marché. En effet, tu as cité Jean-Baptiste qui s'occupe de l'installation des projecteurs. Et pour moi, qui est plus côté asset, c'est-à-dire DCP et KDM, c'est un travail pour organiser ça qui prend bien 6 mois dans l'année. Et côté festival, c'est une projectionniste qui a reçu le prix? Tout à fait, Caroline Chola, qui a déjà été dans 2 salles différentes, qui est maintenant en lumière. On est très contents, ça se passe extrêmement bien. On a une année vraiment, vraiment super. On a des très bons opérateurs, on n'a pas d'incidents. C'est très compliqué le métier d'opérateur parce que il y a quand même des petites parties live qui arrivent dans toutes les salles. Donc il faut être capable aussi d'avoir les réflexes, d'être attentif à plein de choses. Par exemple, il y a un hommage comme celui de Miyazaki lundi. Exactement, où là, en gros, on a des opérateurs qui sont extrêmement aguerris et qui font ça depuis plusieurs années, sur lesquels on peut se reposer, même pour les répétitions techniques la nuit avec les équipes de film. Nous, quand on fait les répétitions, on se sent vraiment au confort, que ça soit sur l'installation de la salle qui est magnifique, ou même de la qualité des équipes derrière, quoi. D'où l'importance de créer un prix spécial pour mettre à l'honneur ces techniciens qui travaillent toute l'année et presque nuit et jour pendant 3 semaines. Ah oui, je confirme nuit et jour, puisque la salle Lumière et Debussy, entre autres, sont quasiment utilisées nuit et jour. On a même du mal à placer les répétitions parfois. C'est toujours difficile de trouver un lauréat parce que, encore une fois, ils sont tous excellents. Et c'est vrai que cette année, Caroline s'est distinguée, mais on a vraiment beaucoup de chance. Puis cette année, il y a eu énormément de films en compétition qui avaient des formats très différents, parfois des formats complexes, des sorties de scène, etc. Ça a été un vrai défi. Oui, on a un côté... alors moi que j'appelle conciergerie de luxe, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné on a des demandes de certains réalisateurs ou des petits challenges techniques et pour nous c'est toujours des petits défis
agrémente, qui pimente le festival. Mais c'est bon, toujours quand avec même, plaisir. on peut préciser quand même que cette remise des 2 prix Jean Vivier n'est absolument pas une compétition entre les monteurs et les opérateurs, que ça se fait toujours de façon assez bon enfant. Mais il fut peut-être un temps. Ça s'appelait le débiteur d'or, non? Je pense c'était une autre époque. Vous l'avez connu? Alors moi, je l'ai connu. Moi, ça fait 25 ans que je fais le festival. Je l'ai connu à mon arrivée. Et ça a été très vite enlevé parce que très clairement, le débiteur d'or, c'était une pièce maîtresse du projecteur 35 mm. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on l'a renommé avec un nom d'ancien président de la CST. Puis c'était un peu parti d'une boutade, non, quelque part? Pas spécialement, parce que c'est vraiment la pièce maîtresse du projecteur. Un débiteur de projecteur, ça permet de faire avancer le film dans un couloir de projection. Donc ça avait un sens. Hein. On aurait pu dire le prix Croix de Malte ou ainsi de suite, mais ça c'était déjà déposé. Donc, mais le débiteur d'or, c'est une pièce fonctionnelle d'un projecteur. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces précisions. Merci Sabrina également. Et je crois que c'est l'heure de la petite interview. Bonjour, je m'appelle Bruno Angelotti, je suis projectionniste depuis 40 ans. Je fais le Festival de Cannes depuis 25 ans, une année en projection et 24 au montage. Ce que l'on appelait montage parce que l'on fabriquait, non, on montait des films en 35 mm. Mon premier festival, j'ai fait donc de la projection et après la CST m'a croisé au festival d'animation d'Annecy où je faisais du montage spécifique avec des repères pour les doubles postes car il y avait 2 projecteurs avec des changements sur les petits points en haut à droite de l'écran comme dans les vieux films. Le premier pour démarrer le projecteur, le second pour faire le changement. Et on fabriquait tout ça, on mettait des repères sur tous les films et on préparait toutes les copies pour tout le festival et toutes les sélections. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir croisé Clint Eastwood, qui est venu nous voir au montage pour nous remercier de la façon dont nous avions préparé son film. Ils sont arrivés avec des boîtes métalliques cadenassées. Nous avions le monteur du film en cabine qui nous surveillait pour notre travail. Et après les projections, Clint Eastwood est venu. Il nous a remerciés pour notre travail. Et j'en ai profité pour lui prendre un autographe sur mon badge. Une reconnaissance de la profession. C'est toujours plaisant d'avoir les félicitations de nos pairs. Et ce soir, sur les marches... Et pour commencer, à 22h, Motel Destino. Oui, Karim Eynouz revient. Il était déjà présent l'année dernière avec le film Le Jeu de la Reine, présenté en compétition officielle. Et puis, il avait gagné en 2019 le prix Un certain regard pour le film La vie invisible de Eurydice Gusmao. Alors, pour ce film, l'histoire se passe dans un motel, comme son nom l'indique, Motel Destino, et à l'intérieur duquel vont se jouer des jeux dangereux de désir, de pouvoir et de violence. Et puis, un soir, l'arrivée du jeune Héraldo va venir troubler les règles du motel. Alors, le réalisateur revient avec une chef opératrice, Hélène Louvard, qui est habituée du Festival de Cannes, et puis aussi autre femme technicienne qui va l'accompagner au montage, Nelly Quetier, qui elle aussi est une grande habituée du festival. Et puis aussi un film que tu attends, je crois, Mathieu, avec impatience, le film de Michel Gomez, Grand Tour. Tout à fait, Grand Tour, c'est un grand tour du monde. Hein. C'est un film dont le synopsis rappelle certains des autres films que nous avons vus pendant ce festival. La disparition de l'être aimé et une quête interminable à travers tout le continent asiatique. Alors, pour ce grand tour, c'est pas moins de 3 chefs-op de 3 pays différents, Thaïlande, Chine et Portugal, qui ont
ont entouré le réalisateur Miguel Gomsch. Et l'on peut citer, car c'est assez original, son monteur, Telmo Churro, qui est également crédité comme co-scénariste. Eh bien, peut-être des envies de tour du monde ce soir. Et voilà pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve demain. Pour moi, ce prix-là, il est essentiel. C'est ça le mot, je crois. La meilleure reconnaissance pour un technicien, à mon sens. On est un technicien, mais on peut faire son métier avec beaucoup de talent. Donc, on devient un artiste. La reconnaissance des femmes et des hommes de l'ombre.